TF1 20h avec Roger Giquel. La France battue par 2-0 à Bratislava, le miracle attendu n'a pas eu lieu. Conseil des ministres, nouvelles aides à l'investissement et préparation du 8e plan. Objectif, adapter l'économie à un monde de changement pour rétablir l'emploi. Après la pendaison d'Ali Bhutto, indignation dans le monde, calme précaire au Pakistan. Pour la première fois dans l'industrie automobile française, Peugeot supprime une chaîne de montage traditionnelle. Bonsoir. Nous ne vivons pas à proprement parler une crise économique, nous vivons une période d'adaptation dans un monde qui change. Voilà ce qu'a dit tout à l'heure le Premier ministre dans une conférence de presse en présentant les 3 grands sujets traités au Conseil des ministres ce matin. Le 8e plan, les perspectives d'aménagement du territoire et puis aussi les nouvelles décisions pour aider l'investissement des entreprises. 3 sujets qui sont liés entre eux, a insisté Raymond Barre. Pour lui, c'est la stratégie de la continuité pour une politique de redressement et d'adaptation de l'économie française. Mais quelle avalanche d'informations économiques aujourd'hui! Le rapport sur le 8e plan, qui va être maintenant transmis au Conseil économique et social, puis débattu au Parlement, comporte 6 directions. Il s'agit d'abord de réduire la dépendance de la France en énergie et en matières premières, de développer la capacité compétitive de l'industrie, de renforcer le secteur agricole et des industries alimentaires, de développer des actions spécifiques en faveur de l'emploi, de renforcer la protection sociale des Français et de leurs familles, enfin d'améliorer l'habitat et le cadre de vie. L'aide aux investissements sera de 5,8 milliards. Les mesures fiscales, de primes et de prêts sont prévues pour cette année et pour l'année prochaine. Cela s'ajoute aux 10 milliards que le gouvernement a mis à la disposition des entreprises, toujours pour investir, en septembre dernier. Voilà pour les grandes lignes. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de la conférence de presse du Premier ministre. Ensuite, l'analyse d'Emmanuel Delataille. Le monde a changé. C'est en effet l'idée essentielle qui doit dominer à l'heure actuelle l'élaboration et l'application de la politique économique et sociale de la France. Nous vivons non pas une crise, nous vivons une période au cours de laquelle nous devons nous adapter à un changement du monde. La France, en face de ce changement, a des atouts. Ces atouts, elle peut les exploiter, c'est-à-dire s'adapter et maintenir ainsi les chances qu'elle a de continuer à se développer, de continuer à défendre son niveau de vie et à le faire progresser, ou bien elle peut choisir de ne pas s'adapter, c'est-à-dire faire le choix de la régression et de la décadence. La France, d'autre part, doit faire un tel choix en sachant qu'elle doit être présente au monde, présente en Europe, présente dans des continents proches de nous comme le continent africain, présente dans le dialogue mondial entre les pays à systèmes différents. La France doit choisir entre le repli sur elle-même, et là encore cela signifie la régression, ou l'effort pour s'adapter aux nouvelles conditions du monde. Investissement, 8e plan, Datar, cette avalanche d'informations présente au moins le mérite de situer le fil directeur de la politique du gouvernement si souvent contestée en ce moment. Jusqu'à l'horizon 85, fin du 8e plan, elle se fixe comme priorité centrale, présentée comme condition de la lutte contre le chômage, la rénovation d'un appareil de production assez puissant pour réaccélérer la croissance et l'emploi sans retomber dans le déficit extérieur et la chute du franc. Donc un plan de réarmement économique à long terme. Voyons d'abord l'immédiat, le renforcement des mesures de soutien à l'investissement. Quel est le problème? L'investissement, c'est-à-dire l'achat d'équipements et de machines qui permettent de produire davantage, mieux et moins cher, et le moteur du développement qui conditionne la croissance, le niveau de vie, la compétitivité et l'emploi. Or, ce moteur de l'investissement plafonne depuis 5 ans. Raymond Barre espérait que la reprise de la production depuis l'automne allait
réaccélérer l'investissement, mais le mouvement a été perturbé, notamment par le pétrole. Il a donc décidé d'accentuer davantage la stimulation de l'investissement, 6 milliards presque de plus, soit 16 milliards depuis septembre. Réaction du patronat dans la bonne direction, mais encore très insuffisant. Voyons la technique, essentiellement des réductions d'impôts et des prêts à bon marché. Réduction d'impôts par la technique très complexe de la réévaluation des bilans qui permet de gonfler les amortissements et de diminuer les bénéfices imposables. En clair, les entreprises conserveront davantage d'argent avec une réserve qu'elles pourront utiliser partiellement à condition d'augmenter leurs investissements, auquel cas elles auraient droit à une réduction d'impôts égale à 10% de leurs achats supplémentaires d'équipements. Et ceci sera complété par une augmentation des prêts à bon marché pour les créations d'emplois, le développement régional et la recherche. Objectif, réaccélérer la reprise et la modernisation de l'industrie au prix d'une augmentation du déficit du budget. Et c'est là qu'on retrouve le fil directeur que prolonge le 8e plan. Question cruciale, comment sortir de la crise et du chômage? Un obstacle fondamental, la France est soumise à une contrainte extérieure implacable. En tenaille, l'obligation d'exporter sans cesse davantage pour payer le pétrole et les matières premières, et la difficulté d'exporter face à des concurrents qui se multiplient sur toute la planète. Comment, dès lors, réaccélérer la croissance tout en maintenant la défense de l'équilibre extérieur et du franc? Réponse du 8e plan, par la modernisation d'un appareil de production de combat, appuyé sur un franc solide et capable de surmonter la contrainte extérieure pour reconquérir notre potentiel de développement et d'emploi. En conclusion, l'impression dominante de ce 8e plan, c'est qu'il marque la prolongation pendant de longues années d'une politique style Raymond Barre, présentée d'ailleurs comme la nouvelle méthode de gestion de l'économie. Reste à savoir si les Français seront convaincus qu'ils sont déjà entrés dans un régime quasi permanent d'adaptation. En tout cas, les Français seront tenus informés des causes et des conséquences de l'accident survenu à la centrale électronucléaire de 3 Mile Island, aux États-Unis. C'est une promesse du gouvernement, à la demande d'ailleurs du président de la République. Commentaire du Premier ministre, en dépit du très haut niveau de sécurité déjà exigé dans ce domaine en France, le gouvernement fera procéder aux améliorations et aux modifications qui pourraient se révéler nécessaires à la suite de cette enquête. Cependant, le gouvernement a décidé, dans le même temps, aujourd'hui, d'accélérer, comme prévu, comme annoncé par le chef de l'État en février, la réalisation du programme électronucléaire français. Construction des centrales de Gravelines dans le Nord et de Cattenom en Lorraine, construction en 80 et 81 de 3 réacteurs de 900 MW, 2 à Gravelines et 1 à Chinon, et de 6 ou 7 tranches de 1300 MW dans 6 centrales différentes. Commentaire du ministre de l'Industrie André Giraud, grâce à cet effort, la France retrouve un rythme annuel qui reste sans équivalent dans le monde, l'objectif étant toujours, bien sûr, de rendre cette économie française moins dépendante du pétrole importé. Alors, d'autre part, il faut bien constater que l'accident de la centrale américaine commence à ouvrir une brèche dans la grosse bulle d'information qui était coincée jusqu'à maintenant, il faut bien le dire, dans tout ce qui concernait le nucléaire, et pas seulement en France. Ainsi, le gouvernement ouest-allemand a décidé ce matin de faire dresser un inventaire qu'il dit critique des dispositifs de sécurité de ces centrales. En Suède, l'inspection de l'énergie nucléaire a exigé le renforcement des systèmes de sécurité de 2 réacteurs à eau pressurisée. On commence à savoir ce qui s'est passé à la centrale américaine. Une vanne bloquée, un filtre bouché dans le système de refroidissement. À ce moment-là, de l'eau radioactive s'échappe et une malheureuse, on le dit aujourd'hui, une malheureuse intervention humaine qui, pour arrêter cet accident, l'a peut-être aggravé en interrompant le système de secours. Ici, nous avons l'opinion de l'attaché nucléaire français auprès de notre ambassade à Washington, qui, depuis le début, suit cette affaire sur place et que Dominique Bomberger a interrogé. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer d'un accident comme celui-là? Je crois que vraiment, il est un peu tôt de vous donner une réponse complète, exhaustive. Toutefois, je peux quand même mentionner que la commission de sûreté américaine, la Nuclear Regulatory Commission, a déjà indiqué qu'il serait souhaitable que les opérateurs n'essayent pas de contrecarrer les automatismes, même s'ils pensent avoir raison, car il est très difficile d'analyser les situations complexes dans un temps bref, et il vaut mieux peut-être faire fonctionner les automatismes qui ont été prévus à l'avance, après mieux réflexion. Est-ce qu'un accident de ce type-là pourrait se produire en France? Je crois qu'un accident exactement comme celui-là ne peut pas se produire parce que nous avons
un système très différent dans la partie qui a déclenché en quelque sorte l'accident. Cela dit, je ne vais absolument pas dire que les accidents analogues ne peuvent pas se produire. Ils pourraient prendre d'autres formes, mais ils pourraient se produire, mais pas exactement celui-là. Voilà, je pense que c'est clair, et surtout la première partie, M. Zalewski, notre attaché français à Washington, nucléaire, dit, eh bien, l'intervention humaine, non, dans les centrales, ça fait plus de mal que de bien. Voilà, il faut retenir cette leçon. De toute façon, une mission officielle française, composée d'experts du commissariat à l'énergie atomique, est partie pour les États-Unis, et les renseignements qu'elle recueillera seront rendus publics. C'est, je vous le rappelle, la promesse faite ce matin par le gouvernement. Je n'en ai pas terminé avec les informations nucléaires. Là aussi, c'est une avalanche. Lundi prochain, le Premier ministre effectuera une visite de travail à l'usine d'enrichissement d'uranium naturel d'Eurodif, en cours de construction dans la région de Tricastin, entre Orange et Montélimar. Enfin, le directeur au commissariat à l'énergie atomique, M. Jean Mégy, a présenté aujourd'hui le projet d'extension du centre de retraitement des combustibles irradiés de La Hague, dans le Cotentin. Cette extension de l'usine fera l'objet d'une enquête d'utilité publique dans 19 communes début mai. Et les maires vont recevoir un très épais dossier, il pèse 27 kilos, qu'ils devront laisser à la disposition de leurs administrés. Il s'agit de doubler la capacité actuelle de retraitement. Le centre de La Hague est le seul, actuellement d'ailleurs, à pouvoir traiter les combustibles irradiés des centrales atomiques, étrangères d'ailleurs aussi, de la filière américaine à eau pressurisée. Un centre identique en Grande-Bretagne est actuellement fermé, arrêté. Le développement de l'usine de retraitement de La Hague a été souvent dénoncé par les organisations écologiques et aussi certains syndicats et partis politiques qui parlent de véritables poubelles nucléaires. Le débat va sûrement s'enrichir avec l'enquête d'utilité publique annoncée aujourd'hui. Nous ne quittons pas le domaine de l'énergie avec le débat commencé cet après-midi à l'Assemblée nationale sur un projet de loi pour développer les économies d'énergie et pour réduire le coût du chauffage domestique en diminuant aussi par ailleurs la pollution. Auparavant, il y a eu à l'Assemblée nationale les questions d'actualité. C'était le vrai débat de la rentrée finalement. Les députés ont posé de très nombreuses questions au gouvernement, les ministres y ont répondu. Compte rendu de séance, Jacques Hébert. C'est dans une atmosphère plus sereine que prévu, et notamment sur les bancs RPR, qu'a été donné cet après-midi le véritable coup d'envoi de cette session parlementaire de printemps. Pour les députés, assez nombreux en séance, l'actualité, c'était aujourd'hui les grèves dans le secteur public, la fièvre afteuse en Normandie, l'explosion de la centrale nucléaire de Pennsylvanie, la fermeture des classes primaires, l'Europe et le droit de manifester. Et sur ce dernier point, le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, a eu fort à faire avec les députés de l'opposition. L'un d'eux, communiste, le traitait de chef des provocateurs, alors qu'un autre demandait carrément sa démission. Il faut dire que Christian Bonnet n'avait pas été de son côté très tendre avec le Parti communiste lorsqu'il s'est expliqué sur l'attitude de la police à la fin de la marche sur Paris. Je vous demande quelles dispositions vous comptez prendre. D'une part, pour que toute la lumière soit faite sur les provocations du 23 mars et l'utilisation des forces de l'ordre, empêcher, comme c'est leur rôle, de faire appliquer la loi pour la sécurité des personnes et des biens. D'autre part, pour accepter la création de la commission d'enquête demandée par le groupe communiste. Provocation du 23 mars. Provocation, répression, le retour à cette dialectique traditionnelle n'est qu'un des aspects du durcissement de l'attitude politique du Parti communiste. Vous avez mis en cause la présence de policiers en civil dans le service d'ordre. C'est une tradition qui remonte à Louis Lépine et au-delà. Et ce n'est certes pas avec un habit d'archevêque que l'on parviendra à arrêter les autonomes. La justice est la meilleure des commissions d'enquête qui se puisse imaginer dans un pays démocratique. C'est une mauvaise action que de jeter la suspicion sur les forces de sécurité. C'est une action qui ne trompe personne de crier au feu après avoir contribué à faire naître l'incendie. Et M. Bonnet,
le ministre de l'Intérieur, a annoncé le dépôt d'une plainte en diffamation pour défendre l'honneur de la police. La série des procès des casseurs du quartier de l'Opéra pendant la manifestation des sidérurgistes se termine d'ailleurs ce soir. Le tribunal des flagrants délits a relaxé les 12 anarchistes qui comparaissaient des poursuites prévues dans le cadre de la loi anti-casseurs. Cependant, 9 d'entre eux ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis pour port d'armes. 2 autres ont été condamnés à 4 mois de prison, dont 3 avec sursis. Les anarchistes n'ont pas participé aux actes de vandalisme. Ils ont été arrêtés préventivement, mais ils portaient des bâtons. Jusqu'à présent, la peine la plus forte infligée à l'un des casseurs est de 18 mois de prison ferme. Cependant, un étudiant de 23 ans, Georges Croissant, accusé d'avoir blessé 2 policiers avec un outil tranchant, risque d'être déféré devant une juridiction criminelle, le tribunal des flagrants délits s'étant déclaré incompétent. Et le bâtonnier du barreau de Paris, Maître Petiti, a déploré cette décision, surtout parce que les avocats n'ont pas pu plaider la mise en liberté provisoire. À Longwy, la condamnation d'un jeune chômeur à 10 mois, dont 6 avec sursis, a provoqué une manifestation aujourd'hui devant le commissariat et l'occupation du tribunal d'instance dont le mobilier a été sorti dans la rue. Enfin, 3 manifestants qui avaient été laissés en liberté le 23 mars après leur interpellation se sont vus aujourd'hui délivrer des mandats de dépôt. Un mineur de 17 ans et demi est accusé d'avoir jeté des pierres en direction des policiers. Un agent hospitalier de 28 ans est accusé d'avoir donné des coups de pied à un gendarme, ce qu'il conteste. Un professeur d'espagnol de 27 ans est inculpé d'outrage à agent et rébellion. Ah, et puis, j'ai une autre histoire de casseur. Cette fois, il s'agit d'un vicomte. Un vicomte qui agissait en solitaire à Reims. La nuit, il brisait les panneaux publicitaires des abris d'autobus, et uniquement ceux qui vantaient une marque de soutien-gorge. Le vicomte Michel de L, son nom n'est indiqué que par la première lettre de ce nom, dans la dépêche que j'ai reçue, est conservateur adjoint de la bibliothèque municipale. Il déclare avoir agi pour des raisons idéologiques et philosophiques et contre la dégradation des mœurs. Il a été gardé à vue, je ne sais pas ce que compte faire la justice. Je reviens à la séance de l'Assemblée nationale, où une question a été posée au Premier ministre sur les grèves à la télévision. C'est Robert-André Vivien, député RPR, qui a évoqué le détournement de la loi de 1963 sur les modalités de la grève dans un service public, donc notamment à la télévision. C'est là un fait extrêmement grave, Monsieur le Premier ministre. Il n'est pas de semaine sans que cette loi soit ouvertement méconnue, ou plus vicieusement, dirais-je, détournée et vidée de sa portée. Oui, elle est méconnue, Monsieur le Premier ministre, comme ça se passe dans les postes, lorsque les grèves dites sauvages éclatent sans préavis dans les centres de tri, et que pour emboîter le pas, certains syndicats organisent des séries de grèves tournantes, pourtant interdites par l'article 4 de la loi du 31 juillet 1963. Elle est vidée de sa portée, Monsieur le Premier ministre, comme nous le constatons. À la télévision, par exemple, où le renouvellement quotidien des préavis de grève suivi du non-effet permet aux syndicats de respecter la lettre de la loi de 1963, mais désorganise en fait complètement ce service public. Il est assez scandaleux que la grève puisse se faire et qu'en même temps les rémunérations soient perçues. Le ministre de la Culture et de la Communication a demandé au Conseil d'administration d'étudier les économies à réaliser sur les frais généraux et les investissements sur les investissements pour compenser les pertes financières dues aux grèves récentes. Car il n'est pas question que nous procédions à une augmentation de la redevance pour compenser les pertes qui ont été dues à ces grèves. Le ministre de la Culture et de la Communication a d'autre part été chargé par le gouvernement de préparer dans le cadre de la loi du 7 août 1974 les dispositions nécessaires pour éviter, tout en respectant le principe du droit de grève, les abus constatés lors des dernières semaines et pour préserver la continuité du service public de la diffusion. L'ancien Premier ministre du Pakistan, M. Ali Bhutto, a été exécuté ce matin à l'aube. Il a été pendu. En dépit des appels à la clémence adressés au chef de l'État pakistanais, le général Zia-ul Haq, Ali Bhutto avait été condamné à mort pour avoir fait exécuter un opposant politique, ce qu'il a toujours nié et ce qui n'a jamais été prouvé. Parmi les très nombreux appels à la clémence, il y avait eu encore hier soir celui de M. Giscard d'Estaing qui, ce matin, en apprenant la nouvelle de l'exécution, n'a pu qu'exprimer sa profonde émotion. On peut dire aujourd'hui que
le chef de l'État pakistanais, en refusant la grâce, a accompli un véritable défi à l'opinion internationale. Pour l'un de ses avocats français, Maître Badinter, il s'agit, pour l'un des avocats français de M. Buteau, Maître Badinter, il s'agit d'un assassinat judiciaire perpétré de sang-froid. Comment réagit l'opinion au Pakistan, où, ne l'oublions pas, M. Buteau avait de très nombreux partisans? Au téléphone, Jean-François Lemounier, le correspondant de l'AFP, interrogé par Régis Faucon. Quelle est l'ambiance au Pakistan après l'exécution de M. Bhutto? C'est à la fois l'étonnement et la stupéfaction pour les partisans de M. Bhutto qui ne s'attendaient pas à une exécution aussi rapide et qui ont d'ailleurs commencé à manifester par petits groupes. Si vous voulez, il y a quand même une ambiance de désespoir qui s'est concrétisée immédiatement et qui risque, si elle n'est pas contrôlée par la police, de se répandre rapidement au Pakistan. Et est-ce que vous croyez, vous, personnellement, que ça peut dégénérer? On ne peut pas écarter la possibilité de violence, notamment lorsque dans 40 jours arrivera le deuil, si vous voulez, traditionnel pour M. Bhutto. On a dit ici que M. Bhutto était peut-être plus dangereux pour les militaires, morts que vivants. C'est votre avis? C'est certainement mon avis. M. Bhutto n'a pas d'équivalent au Pakistan sur le plan politique. Il n'a pas de remplaçant, il n'a pas de successeur. Ça fait toute une masse de gens qui vont maintenant chercher un leader qui peut être ouverte à certains aventurismes. Est-ce que vous croyez que ces événements sont liés au phénomène auquel on assiste dans les pays voisins, à savoir la montée de l'islam? Incontestablement, M. Bhutto était le symbole à la fois d'un certain socialisme, si vous voulez, progressif, et également le symbole de l'occidentalisme. Le général Zia-ul-Haq, au contraire, qui introduit jour après jour des mesures d'islamisation, qui bannit l'alcool, recommande le port du voile pour les femmes et introduit les châtiments coraniques comme la coupure de la main pour les voleurs, est véritablement un prototype, si vous voulez, de ce parti qu'on appelle Jamiat Islami et qui est le symbole de l'islam le plus rétrograde et le plus traditionnel. Faut-il supprimer le travail à la chaîne? La réponse est oui, naturellement, pour la plupart de ceux qui y travaillent. Peut-on supprimer le travail à la chaîne? Ça, c'est une autre question. Et on commence à voir que c'est possible. Dans certaines industries légères, l'électronique par exemple, on y est parvenu. Mais dans l'automobile, où les chaînes de montage sont reines, eh bien, oui, là aussi, ça existe. Et depuis hier. C'est la première fois en France qu'un constructeur automobile, Peugeot, a réussi à remplacer la chaîne de montage par un nouveau système d'assemblage. Et ça n'est pas une expérience dans cet atelier, c'est une réalisation définitive. Dans le domaine de l'amélioration des conditions de travail, c'est un événement en tout cas, vous allez le voir, avec le reportage de François Gault. Des gestes qui se répètent 1000 fois par jour, la monotonie dans le travail, une responsabilité très réduite aussi, puisque l'ouvrier assemble ou visse la même pièce. Voilà la chaîne de montage traditionnelle. Eh bien, Peugeot vient de commencer à transformer cela. Regardez bien les gestes du travail, le cadre et l'ambiance. D'un seul coup, tout va changer. Dans cet atelier, grâce à un conducteur magnétique enfoui dans le sol, ces chariots se déplacent tout seuls. Ils s'arrêtent automatiquement devant chaque poste de travail. Et chaque ouvrier, ils sont 15 au total, chaque ouvrier suit son chariot pour assembler toutes les pièces du moteur les unes après les autres, du bloc culasse à la boîte de vitesse. Parce que ici au moins on a la chance de faire son moteur complètement. Avec l'autre côté on fait une pièce, on met un volant, on met un embrayage, tout comme ça. Tandis qu'ici on fait son moteur soi-même. À votre avis c'est moins monotone? Ah oui, c'est moins monotone. Et le temps il passe plus vite. C'est beaucoup mieux. Mais est-ce qu'il a fallu vous former particulièrement pour ça? Oui, un stage pendant un mois. On a fait un stage pendant un mois.
Qu'est-ce que vous avez appris? La théorie, la pratique sur le moteur. En somme, en 60 minutes, chaque ouvrier assemble son moteur tout seul et contrôle tout seul la qualité de son travail. Avec un poinçon, il signe même le moteur construit. La chaîne de montage traditionnelle n'existe plus. Cela se passe à Lille, dans l'industrie automobile française. Oui, en effet, bonne amélioration des conditions de travail, mais c'est un exemple là qui est pour l'instant unique. Avec vous, Jean-Claude Narcy, les autres nouvelles de ce journal. Un policier a été assassiné en plein centre de Madrid. C'est la 35e victime de la violence politique en Espagne depuis le début de l'année. L'Espagne où la gauche a emporté la victoire aux élections municipales, dans les grandes villes notamment, à Madrid et à Barcelone. Cela dit, 40% des Espagnols se sont abstenus de voter. Les nouveaux conseillers municipaux vont donc remplacer les notables mis en place par Franco. Les Israéliens ont vu revenir hier un Premier ministre heureux de son voyage en Égypte. Menahem Begin, dès son retour à Jérusalem, a révélé devant la Knesset que la glace a été rompue au Caire. La preuve de ce dégel, une ligne téléphonique directe a été installée entre lui et le président Sadat pour faciliter les échanges d'idées. La Knesset a d'ailleurs approuvé aujourd'hui les accords prévus qui seront ratifiés, vous le savez, dans le Sinaï le mois prochain. Le 26 mai, la ville d'El Arish sera remise aux Égyptiens. À Sassilor, le plan de restructuration qui prévoit la suppression de 8500 emplois d'ici la fin de 1980 ne sera pas modifié. Le PDG du groupe, M. Mayouk, l'a confirmé aux organisations syndicales. Les syndicats demandent maintenant une réunion tripartite avec M. Giraud, le ministre de l'Industrie. L'agriculture sera l'une des 6 priorités du 8e plan, a annoncé Pierre Ménry aux agriculteurs réunis à Deauville pour le congrès de la FNSEA. Le ministre de l'Agriculture a répondu ensuite aux questions de Michel Debatty sur la loi d'orientation agricole qui sera soumise au Parlement au mois de juin. Le gouvernement, a-t-il assuré, engagera les moyens financiers nécessaires. La formation, la recherche et les exportations devront permettre à notre agriculture de rivaliser à armes égales avec ses partenaires. Enfin, M. Ménry a reconfirmé que les éleveurs victimes de l'épidémie de fièvre afteuse seront indemnisés à 100%. Et malgré les précautions prises par les pouvoirs publics pour enrayer cette fièvre afteuse, 2 cas suspects sur les porcs ont été découverts dans les Côtes du Nord, donc assez loin de l'endroit où l'épidémie s'était déclarée. Une enquête est en cours pour connaître la provenance de ces animaux. La grande panne électrique du 19 décembre de l'année dernière a été provoquée du moins par une mauvaise gestion du réseau. C'est là la conclusion du rapport officiel qui reproche à EDF de n'avoir pas procédé à des délestages préventifs et de n'avoir pas fait appel à l'électricité des barrages. Le 19 décembre, à 8h27 du matin, je pense que vous en souvenez, pour la première fois de son histoire, toute la France était privée d'électricité en raison d'une surcharge sur une ligne à haute tension. Rouen est devenu l'exemple à suivre pour les professionnels de l'urbanisme et régulièrement ces spécialistes du monde entier, comme c'était le cas d'ailleurs ce matin, sont venus s'inspirer du nouvel ensemble de la célèbre place historique du Vieux Marché où fut brûlée Jeanne d'Arc. Là, au cœur d'une ville à l'échelle de l'homme, l'urbaniste a su marier le passé et le présent à travers des matériaux aussi divers que le verre, le béton et puis le plus vieux, bien sûr, le plus vieux des matériaux, le bois. Le Mirage F1 qui s'est écrasé ce matin à la suite d'ennuis mécaniques près du village de Brive dans l'Indre a été guidé vers une zone inhabitée par le radar militaire de la base de Tours. Le pilote est bien resté aux commandes jusqu'à ce que la chute de son appareil ne présente plus de danger pour les populations, puis il a fait actionner son siège éjectable et il est sain et sauf. Johnny Stark est condamné à 24 mois de prison, dont 20 avec sursis, par la Cour d'appel de Paris pour fraude fiscale. L'impresario de Mireille Mathieu ira donc en prison pendant 4 mois. À 3 jours de Paris-Roubaix, la grande classique Gand-Wevelgem en cyclisme a vu la victoire du sprinter Moser devant De Vlaminck et Rass. Bernard Hinault, qui s'était révélé en gagnant cette course il y a 2 ans, ne termine qu'à la 8e place. Enfin, si vous avez joué au loto, pour gagner, il fallait jouer, regardez bien sur votre écran, le 1, le 3, le 9, le 12, le 33 et le 45, avec comme numéro complémentaire le 35. C'est tellement facile quand on les voit comme ça. Le temps. Pluie, orage, grêle, c'est notre lot quotidien depuis plusieurs jours et ce printemps qui n'arrive pas. Dans le pays de Caux, on a même vu 5 cm de neige ce matin à 11 h, à la grande surprise des animaux comme des habitants. À la vérité, cette neige est déjà fondue ce soir et d'une façon générale, on peut dire qu'il n'a pas fait chaud aujourd'hui. Les températures en France étaient comprises entre 4 et 15 degrés et toujours pas de très bonnes nouvelles pour demain. Le temps restera médiocre et frais le matin. Rengaine connu
Des éclaircies passagères alterneront avec des averses fréquentes, localement orageuses. Cela donnera donc encore de la pluie, encore de la grêle et encore de la neige peut-être. Les températures maximales varieront peu. Hélas, 2 fois, hélas, la France a largement compromis ses chances en football dans le championnat d'Europe puisqu'elle a été battue 2-0 par la Tchécoslovaquie sur son terrain à Bratislava. Un match très disputé, mais une défaite pour l'équipe de France, malgré une prestation correcte. Pierre Cangioni. On pensait que la France serait dominée et paradoxalement, les Français battus ont eu autant d'occasions, sinon davantage que les Tchèques. Par exemple, Platini, qui a éliminé 2 défenseurs, rate son tir de l'extérieur. Peut-être sa cheville en est-elle la cause. Un autre exemple, quelques secondes plus tard, Platini lui-même va récupérer un dégagement de Netolica. Le Nancéen glisse à Aymon, qui donne à son tour à Berdol. L'avant-centre français tire au ras du poteau. Il y en aura plusieurs des occasions. Mais à la 68e minute, Specht va gêner Masny dans la surface. L'arbitre, M. Eldinger, sanctionne la France d'un pénalty. Nous allons revoir au ralenti voilà, Masny gêné certes, mais pas déséquilibré pour autant. L'arbitre allemand a décidé qu'il y avait pénalty. Panenka bat Dropsy, 1-0 pour la Tchécoslovaquie. Nous revoyons ce tir en finesse avec une caméra placée derrière les buts. Menés 1-0, les Français ne baissent pas les bras, mais 4 minutes plus tard, c'est le coup de grâce. Standbacher tire de 25 mètres et inflige un deuxième but au tricolore. Nous allons le revoir au ralenti. En conclusion, disons qu'en perdant cette bataille, la France a sans doute perdu la guerre, mais elle n'a pas à rougir de ce match dont l'issue fut longtemps indécise. Un vrai coup de canon, ce but tchèque. Voilà, bonne soirée à tous au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Dernier journal, Jean-Pierre Quittard, vers 23h10 en fin de programme. Merci.